Nous poursuivons. Vie professionnelle et économie de la santé, écrit par un journaliste. Stéthoscope et cheveux blancs. Ça pourrait faire le titre d'un polar, c'est pas mal. Stéthoscope et cheveux blancs. Il paraît que les cheveux blancs reprennent du travail, donc c'est bien. Hôpital, les révolutions silencieuses. Ça, c'est pour André Grimaldi, tout spécialement. Généraliste et fin de vie. Jusqu'au bout, la parole aux praticiens. C'est vrai que dans la période actuelle, c'est un débat. Données publiques de santé, une libération sous conditions. Là aussi, bien évidemment, c'est les big data qui arrivent et tout le problème que ça va poser. La gagnante, c'est Florence Rosier, le généraliste, avec le thème surdiagnostic, surtraitement, quand la médecine fait du zèle. Voilà, donc le généraliste s'est penché sur ce problème de se dire, voilà, on fait trop de diagnostic, on fait trop de dépistage, et résultat des courses, eh bien, c'est plus nocif qu'autre chose. Est-ce que c'est lié, en fait, alors je ne sais pas si André Grimaldi est encore avec nous, mais est-ce que c'est lié, en fait, à l'enseignement initial? Est-ce que ça veut dire que la formation initiale à l'hôpital a tendance à dire, bon, bah, on va prescrire l'ensemble des examens prévus, on va faire toutes les imageries possibles, et à la fin, il sortira bien quelque chose? Alors, les causes de ces abus peuvent être assez variées. Et donc, on peut effectivement incriminer la formation, mais on peut aussi constater qu'il y a des progrès. L'espoir vient des progrès des jeunes générations qui sont beaucoup plus sensibilisées qu'avant à une prescription raisonnée. On peut aussi incriminer le fait que le système actuel favorise les consultations courtes et donc ça se fait au détriment des médecines alternatives. Médecine alternative, c'est pas le bon mot, mais ça se fait au détriment de tout ce qui est non-prescription de médicaments. On peut incriminer le fait que les patients sont de plus en plus informés aujourd'hui. Vous dites qu'en fait, ils viennent, ils disent on va me faire une IRM parce que j'ai fait un malaise de la tête. Voilà, ça c'est le patient consumériste qui tend à se développer, mais il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que un sociologue me disait qu'à cet égard, c'est surtout les personnes des milieux sociaux favorisés ou moyennement favorisés qui sont très informées. En revanche, les personnes qui sont d'un milieu social moins favorisé continuent de s'en remettre vraiment à l'autorité du médecin. Et enfin, on peut effectivement incriminer aussi la judiciarisation croissante de la médecine. Mais là encore, il faut relativiser. La situation en France est loin d'être celle qu'elle est aux États-Unis. Et la médecine libérale reste assez peu concernée par cette judiciarisation. Est-ce qu'il y a une progression franche de l'utilisation des techniques? Est-ce que c'est quelque chose qui, je ne dirais pas solutionne les choses? Parce que, bon, une consultation courte, on va faire quand même 2 ou 3 examens, histoire de faire le tour de la question. Et est-ce qu'aujourd'hui, la qualité des techniques, en particulier de l'imagerie, a modifié un petit peu la stratégie? Sûrement, on peut voir dans ces abus une certaine rançon du progrès thérapeutique, du progrès des techniques d'imagerie qui poussent à en faire peut-être toujours plus, mais c'est loin d'être la seule cause. Voilà. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce que par le biais de la formation continue, pas forcément par l'augmentation du C à 28 €, mais est-ce qu'il y a des propositions, puisque vous avez également interviewé M. Sicard dans le papier, est-ce qu'il y a des propositions qui vous paraîtraient pouvoir être retenues et modifier un tout petit peu ce risque de surmédicalisation? Mais est-ce qu'il y a un vrai risque d'ailleurs? Oui, il peut y avoir un risque. L'exemple emblématique qu'on cite souvent, c'est le dépistage du cancer de la prostate par le PSA. Et bon, on sait qu'effectivement, les recommandations de la HS ne le recommandent pas aujourd'hui parce qu'ils favorisent des traitements de cancer qui seraient restés indolents, donc avec tous les effets indésirables qu'on connaît. On dit la même chose pour le cancer du sein. On dit la même chose, peut-être de façon moindre quand même pour le cancer du sein. C'est plus débattu. Pour le PSA, il y a guère que les urologues qui continuent de défendre ce dépistage. Il y a des urologues dans la salle? Non, parce que si vous voulez répondre, vous avez le droit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce que c'est la formation initiale? Est-ce que c'est la formation continue? Qu'est-ce qui pourrait être les pistes intéressantes pour faire prendre conscience que, bon, il faut quand même rester dans des limites raisonnables? La formation initiale, effectivement, donc il y a des espoirs, comme je vous disais, qui se fondent sur une formation, en particulier des généralistes, qui, à cet égard, est meilleure aujourd'hui. Il peut y avoir aussi
les recommandations des autorités sanitaires peuvent être encore rendues plus didactiques et plus accessibles. Plus digeste. Et plus digeste. On peut aussi fonder des espoirs sur... en fait, à mon avis, le principal motif d'espoir, c'est le fait que cette extension continue finalement du territoire de la médecine fait peser des pressions de plus en plus fortes sur l'économie du système de santé, et que donc probablement, du fait de cette raison, les autorités sanitaires vont de plus en plus prendre en considération ce problème et s'y pencher. Voilà, donc on va avoir de plus en plus d'interventions, et pour prescrire un médicament, il faudra lever le doigt, remplir 10 pages, et après on vous donnera l'autorisation de prescrire le médicament. Merci beaucoup. Photo.